D'abord, la sidération. Un mois durant. Puis, comme un précipice, dans mes bras. La vie tout entière. Peau à peau, deux mondes. Le moindre frisson de l'un induisant celui de l'autre, qui ne feront jamais plus que se frôler. Entre les deux, l'origine du vide. Voilà. Bonjour Caroline Boulard. Bonjour. On ne va pas vraiment faire un spectacle, on va distiller des extraits du spectacle en le mêlant à la conversation, au flux de la conversation avec Caroline. Donc Caroline a sorti ce magnifique livre, je parle en toute objectivité, Les Nuits filantes, donc paru dans la collection IF dirigée par Antoine Wouters, à l'Arbre à Parole, Feu l'Arbre à Parole, qui s'appelle maintenant Abrapalabra. Donc, tu as eu le prix de découverte de l'Académie en 2024 et le prix Marcel Thierry en 2025. Et je vais te présenter très brièvement. Tu viens de la région de Lyon et de Châtillon-sur-Chalaronne. Juste le plaisir de dire Châtillon-sur-Chalaronne. Et tu es né à Rennes à la fin du XXe siècle. Tu es docteur en physique, experte en sciences des matériaux. Tu travailles dans le domaine de l'éducation scientifique pour les jeunes, à la Scientothèque ici à Bruxelles, et tu es aussi titulaire d'un master en création littéraire à Paris. Alors ton style s'impose dès ce premier livre, qui est comme une sorte d'écriture arrivée déjà à maturité, une écriture très maîtrisée pour un livre inaugural. En fait, on rentre dans ce livre qui est vraiment écrit en prose poétique, qui en fait parle d'une naissance, mais donc, la naissance de ce qu'on devine être une petite fille, mais qui n'est jamais nommée comme telle, qui est nommée par le syntagme la vie tout entière. Et directement, on n'est pas du tout dans une poésie de la maternité. Tu n'aimes pas trop quand on te dit ça, parce qu'effectivement, quand on lit le livre, on ne parle pas du tout dans cet univers-là. On rentre dans un univers complètement étrange, en fait, avec des strates multiples, donc une mélancolie de la naissance. On parlait d'oubli, de mémoire tout à l'heure, de l'urgence du temps aussi. Une mélancolie qui vient se glisser dans des interstices de climats très bizarres. On parle de créatures et d'une énigme un peu de la vie quotidienne. En fait, moi j'appelle ça c'est mon côté philosophe qui parle, vraiment un livre de phénoménologie de la naissance, mais aussi de la découverte au sens plus large, tu vas en parler. Et je voudrais citer juste quelques mots de Philippe Lequeuge, le poète Philippe Lequeuge, qui avait rédigé un argumentaire quand il a remis le prix de découverte de l'Académie. Il dit « La langue de ces poèmes opère une mise à distance, une mise en perspective qui pourrait à première vue sembler objectivante, c'est-à-dire faisant de ce bébé un objet d'observation. Mais il n'en est rien. Paradoxalement, la magie de la poésie réalise le contraire. Ce petit corps nous apparaît comme un corps sujet qui suscite de l'étonnement, de l'inconnu. » Et il parle même d'écriture, j'ai beaucoup aimé ce terme, d'écriture surréelle. Voilà, donc peux-tu nous préciser l'intention initiale de ton livre, les circonstances de l'écriture et tout le processus de relecture qui a précédé l'apparition chez Abrapalabra? Oui, est-ce que tout le monde entend bien?
Je vais essayer d'y aller. Surtout articulé. Donc, alors, on l'aura compris, le livre, le texte en tout cas, a été écrit suite à un événement qui m'est arrivé. Donc, c'est pas un secret, c'est la naissance de ma fille. Il a été écrit dans un espace-temps bien spécifique, puisque en fait, après, je le dis, en fait, je commence comme ça. D'abord, la sidération. Donc, j'ai eu, je pense, une sorte de mois entier silencieux, en fait, devant le nourrisson, en fait, enfin, devant ce qui était finalement, bien que j'ai déjà vu des bébés dans ma vie, et j'avais pas forcément ce rapport-là, d'ailleurs, en fait, au nouveau-né, où voilà, ici, en fait, pendant un mois, donc je suis restée un petit peu la bouche ouverte, et petit à petit, il y a autre chose qui est arrivé, et donc c'est finalement chaque nuit, en fait, parce que on se retrouve chaque nuit devant, chaque nuit, enfin toutes les 3 heures, on se retrouve devant le petit qui veut manger. J'ai commencé en fait à avoir une espèce de besoin, donc c'est vraiment une nécessité en fait de poser des mots sur ce que j'appelle le phénomène qui était en fait devant moi et dont j'avais la chance d'être aux premières loges en fait. Donc effectivement, je suis scientifique. Mes premières amours, c'est la physique et c'est de comprendre. Donc voilà, les matériaux, moi, c'est quelque chose qui me passionne. Aller vraiment dans, en l'occurrence, l'infiniment petit. Ici, on est quand même dans quelque chose d'un petit peu plus macro. Par ailleurs, j'ai peut-être eu le même élan de qu'est-ce que c'est que ça en fait. Donc il y a, je pense, chez pas mal de physiciens et physiciennes, je crois, à la base, une sorte de fascination devant ce qui est devant nous, en fait, tout simplement, et ce qu'on doit bien observer. Il y a peut-être une espèce de... Et ça, après, chacun va avoir... il y a, je crois quand même... Alors, peut-être une fois pour certains, sinon un désir de comprendre comment on a pu avoir devant soi... voilà, comment on peut avoir le cosmos devant soi, comment on peut avoir une table qui tient, comment on peut... Et alors après, là, au niveau des objets, on va dire, les humains deviennent quelque chose d'absolument, pour moi, vertigineux. Et donc, c'est un petit peu de cette émotion-là, je pense que, finalement, enfin, c'est un petit peu de cette émotion dont je suis partie. Et alors, un besoin qui était presque désespéré, en fait, de poser des mots sur ce que j'étais en train de vivre. Donc, je pense que, voilà, pour moi en tout cas, et peut-être pour beaucoup de monde, l'écriture, derrière, je pense, il y a un désir, il y a une tension. Et je crois que là, j'étais peut-être devant... donc, j'ai déjà eu ce désir d'écriture devant des choses. Ici, je crois que la tension était au paroxysme, parce que j'avais à la fois... donc je me retrouve devant un être qui me ressemble, mais qui est en fait autre. Donc là, je trouve qu'il y a une tension déjà très forte. Enfin, il y a un objet, enfin l'objet, c'est pas un objet, c'est un... Voilà, donc là, je suis un petit peu... c'est là où il y a peut-être la mise à distance qui est particulière et qui parfois rend l'écriture, ou en tout cas ce que je décris, étrange. Il y a finalement devant moi aussi un être qui est animé. Donc moi, je suis fascinée par les automates, véritablement. Non, mais depuis toujours. Enfin voilà. Et dans ce que ça a de finalement, quel est le secret de ce qui nous anime, enfin finalement. Et un automate, c'est, on a essayé de recréer ce mouvement, et donc il y a à la fois une fascination et puis, je pense, pour moi en tout cas, une mélancolie la plus basique en fait. Parce que l'automate, en fait, n'est pas, à proprement parler, vivant. Et donc, voilà, il y a cette tension animée-inanimée. Et là, ici, peut-être encore plus fortement, je crois que quand on est enceinte, qu'on a un être, on génère la vie, mais on génère aussi la potentialité de mort. Et je crois qu'il y avait aussi derrière ça, cette tension immense de... Voilà, je suis devant ce qui finalement m'a toujours animée. Et ça se retrouve en fait dans d'autres écrits.
je pense que vous parlez d'obsession, en fait, justement de... Voilà, et donc, en quelque sorte, je dis aussi parfois que là, l'écriture me permet de laisser une trace sur ce moment, mais aussi peut-être sur... J'avais conscience que j'étais devant de l'éphémère, je faisais mes adieux en temps réel au bébé qu'elle était en train de devenir. Et donc, voilà, ce qui après était un petit peu, on le vit, mais on n'y pense pas toujours. Ici, j'étais complètement dans cette émotion. Et si je n'avais pas écrit en fait ce texte à ce moment-là, je crois que je ne l'imagine absolument pas. En fait, c'est un soulagement. Alors pourquoi? Je dois encore un petit peu élucider. C'est un soulagement de l'avoir écrit en tout cas, et de peut-être aussi qu'elle le lise, mais c'est pas tellement ça non plus qui est en jeu. Voilà. Oui, c'est ça, je pensais aussi à ce passage chez René Descartes dans les médiations métaphysiques, quand il regarde de son balcon des gens, des fous comme des automates, et il se pose la question de la différence entre les machines et les humains. Voilà. On peut peut-être lire un deuxième extrait, si tu es d'accord. Du pavillon de l'oreille et ses circonvolutions, jusqu'à l'ongle du plus petit doigt, aucun détail ne semble avoir été oublié, de sorte que l'illusion est parfaite. La vie tout entière est une réplique miniature. La poupée mécanique s'anime toutes les 3 heures, probablement sous l'action d'une minuscule horloge bien cachée. Avant l'heure, le seul mouvement perceptible est celui de sa petite cage en os, s'ouvrant, se fermant, dans laquelle se devine un cœur gros comme une noix et 2 moineaux endormis en place des poumons. Alors dites, les yeux d'abord, battent des ailes 3 fois. Les bras, avec une précision d'automate, tracent chacun un quart de cercle. Vient le tour des jambes, avec 2 moulinets dans le vide, pas plus ni moins. La tête, enfin, clôture l'arabesque, en pivotant de droite à gauche, comme pour dire non à tout, pendant que la bouche écarquillée appelle absolument tout ce qui pourrait se présenter à elle. Aucun détail ne semble avoir été oublié. Alors justement, c'est vrai que quand tu m'as envoyé ce texte, il n'y avait aucune consigne par rapport au travail musical, et j'ai tout de suite senti ce côté un peu étrange. On interligne d'où ces musiques et ces créations sonores. On en reparlera tout à l'heure parce qu'on en a fait une fiction pour la radio. Je voulais un peu parler de tes inspirations, de ce qui nourrit ton écriture. Je sais que tu es une inconditionnelle de Kafka, de Maupassant, de Bernard Noël, d'Anaïs Nin, Eugène Savitskaya, Sylvia Plath, mais aussi des romanciers comme Fab Caro. Tu nous parleras du travail sur ton roman tout à l'heure. Et en même temps, des nourritures terrestres de l'écriture, il y a aussi évidemment ta formation, tout ton rapport scientifique au monde qui innerve ton écriture. Donc, quelle est je vais reprendre un terme que tu aimes bien, quelle est ta routine? As-tu un programme défini quand tu te mets à écrire? Tu es sur plusieurs projets, donc tu as sorti Les Nuits filantes, mais aussi Épingle, les derniers jours d'une mère et femme de dictateur, consacré au souvenir de la mère de Bachar al-Assad, qui est aussi une forme de prose poétique, mais on est plus dans le registre de la nouvelle. Voilà, comment tu travailles tout ce matériau et cette nécessité d'écrire pour que les événements puissent en fait se vivre?
Alors c'est un chemin, j'imagine, comme toutes les personnes qui se mettent à écrire. Je ne suis pas sûre qu'on choisisse complètement. Je crois qu'avant d'écrire, de toute façon, il y a une lectrice, et donc il y a des émotions de lecture qui, en fait, autorisent, ou en tout cas disent « Oh, tiens, là, ici, je peux décrire une réalité, une émotion, une sensation de cette manière-là. » Et il y a parfois, dans les chocs de lecture, une espèce de... Je sais pas pourquoi je prends le micro, en fait. C'est mieux? Ah bah, si, c'est mieux. Vraiment pour tout le monde, alors j'y vais. Ça me permet je préserve ma voix. Et donc, je crois qu'avant, enfin, je n'ai pas écrit, en fait, j'ai écrit très jeune, et à un moment donné, je me suis tue. Pendant quand même pas mal d'années, parce que je trouvais justement la littérature vertigineuse. Alors peut-être que derrière, il y avait un désir de vouloir décrire les choses de manière le plus objective possible, pour éventuellement en percer le mystère. Et donc, voilà, je trouvais que la littérature de ce point de vue-là s'embarquait jeune. Je ne suis pas une jeune écrivaine. J'ai plutôt privilégié une autre voie, donc qui est la science, la physique. Je crois que d'abord ça m'a rassurée, et j'avais l'impression qu'il fallait que je passe par là, de toute façon, pour avoir une façon, en tout cas, d'observer, de décrire et d'interpréter le réel, voire de le formuler, puisque derrière il y a toute une mathématique en fait qui permet de décrire même sans description en fait des phénomènes qu'on observe pourtant bien, si pas à l'œil nu, mais et donc à un moment donné, donc j'ai quand même fait un petit temps dans cette recherche-là, j'étais chercheuse pendant quelques temps, il y avait quand même quelque chose qui était resté de ok, est-ce qu'ici j'arriverais avec le temps qui m'est imparti dans cette vie, avec la science, peut-être c'est une ambition un petit peu naïve quand on est plus jeune. Après, je pense ça évolue, le paradigme évolue. On n'a peut-être plus tant envie de comprendre les choses, mais en tout cas de les vivre le plus intensément possible. Je pense qu'à un moment donné, j'ai eu une espèce de limitation. La science me limitait en fait dans ce que je pouvais décrire du réel. Et là, c'est là que la lecture m'a dit, en fait, j'ai eu un besoin en fait de le signifier autrement. Et comme je disais, ben voilà, j'ai gardé un côté assez discipliné, donc j'ai tendance à mettre quand même un dispositif d'écriture. Là, j'écris chaque nuit. Pour d'autres livres, ça va être autre chose. Ça va être, je me mets dans une certaine configuration. Pour le livre donc sur la mère de Bachar el-Assad, j'ai d'abord lu tout ce que je pouvais en fait sur cette. C'est une longue période en fait entre donc cette maman est finalement est d'abord une femme de dictateur, donc de Hafez el-Assad, puis ensuite elle était la mère de Bachar. Il y avait les événements à l'époque en Syrie et les attentats. C'est toute une période où j'avais voulu un petit peu comprendre de manière objective d'abord, et puis je suis tombée sur cette femme dont j'avais absolument pas, je n'avais jamais entendu parler d'elle, parce qu'elle était finalement très très peu médiatique. Et là, en fait, j'ai eu une espèce d'obsession. En fait. Donc moi, je crois que c'est de l'ordre de l'obsession. Je veux soit comprendre quelque chose, soit résoudre peut-être quelque chose, et comme finalement on n'y arrive jamais, je crois que c'est pour ça que je continue à avoir des problèmes à résoudre. Voilà, donc ça peut être très différent. Ici, je pense qu'il y avait vraiment une réaction plus de vouloir percer ce qu'il y avait autour de cette réalité. Donc le surréel en l'occurrence, c'est que je ne sais pas, j'ai une conviction qu'il y a quand même un mystère à percer derrière cette vie qui est possible. Pour d'autres sujets, par exemple, ce texte-là, c'était plus comment est-ce possible. Ceci dit, il y a quand même encore un rapport de maternité. Hein. Comment est-ce possible, en fait, qu'une femme ait vécu cette intimité de femme et de mère dans un contexte pareil, en fait. Et donc, il y a un peu la question de l'origine de quelque chose. Voilà, je pense que c'est un petit peu peut-être ce qui... Donc, je pense que j'ai l'impression qu'il y a
un invisible palpable, à quelque chose à comprendre. Et la poésie, pour le coup, m'offre peut-être un tout petit peu plus d'amplitude par rapport à d'autres moyens comme la physique. Donc je pense que la poésie, je formule, c'est une formulation, et non pas une formule mathématique justement, mais c'est une formulation qui me permet, en utilisant deux mots finalement qui n'étaient pas voués à être l'un à côté de l'autre, de décrire quelque chose au-dessus de la réalité qu'on observe avec ses sens. Voilà. Merci. Oui, c'est vrai, on parle beaucoup des dialogues entre la science, la philosophie et la poésie comme truchement de la vérité. Et l'écriture comme élucidation, ce sont des choses dont on discute beaucoup. C'est vrai, quand on pense aux présocratiques, finalement, c'était des physiciens, il n'y avait pas de différence entre la philosophie et la physique. Et ces gens-là, la plupart s'exprimaient en poésie. Parménide, qui s'interroge sur le principe premier des choses, sur l'être, c'est un poème en fait. Héraclite, sur le mouvement, ce sont des fragments poétiques. Je voudrais juste citer un petit passage de Épingle, puisque tu en as amené aujourd'hui, un très beau passage. Serions-nous plus heureux sans mémoire? Si les souvenirs s'effaçaient à mesure qu'ils se composent, à quoi ressembleraient nos vies? Peut-être aurions-nous l'illusion d'inventer en permanence. Serait-on seulement capable de parler, de fabriquer des phrases, d'apprendre? Aurait-on des sentiments? Elle se sent dégringoler à l'intérieur d'elle, comme une poupée de chiffon dans un escalier, avec ses images et ses questions. Et un autre extrait des Nuits filantes, où tu es vraiment dans quelque chose de comme on dirait que tu es en observation complètement scientifique. Quitte à être arbitraire, on pourrait choisir la cadence de sa respiration pour s'extasier à chaque cycle, inspiration, expiration, réussi. Point. Et on change de page, c'est de la prose poétique, mais ce sont des formes très courtes, très resserrées, très minimalistes, où rien n'est laissé au hasard. Voilà. On peut peut-être faire un troisième extrait, si tu veux. Depuis peu, la vie tout entière semble avoir noué une amitié si solide avec l'une des créatures invisibles que personne, pas même les oiseaux levés après l'aube, n'est en mesure d'interrompre leurs entretiens. La créature se tient toujours à la droite de la vie tout entière, avec probablement autant de tranquillité qu'un sphinx qui se sait inconditionnellement observé. Le visage tourné vers l'invisible, c'est là que se sont toujours déroulés les conciliabules les plus importants de l'histoire. Rien ne peut la convaincre de changer de posture. Est-ce parce que la vie ne peut se déplacer encore d'elle-même, qu'elle dépend de bras pour passer d'une pièce à l'autre? La poser à un endroit, c'est la laisser dans sa totalité. On ne déplace jamais avec autant d'aisance un corps devenu adulte. Hier, il me semble ne pas l'avoir reconnu tout à fait. Des jours durant, rien ne se remarque. Et le lendemain, peut-être pour avoir passé 1 ou 2 secondes de plus à détailler la petite sphère ornée d'yeux, nez et bouche, on peine à reconnaître les traits de la veille. Se peut-il qu'il se produise, chaque nuit, un tour dont la vie tout entière seule connaîtrait le secret? Par quel stratagème son visage fait-il peau neuve sans que personne ne perçoive rien de la transformation? Se déplierait-il comme éclosent les bourgeons?
à moins que quelqu'un ne s'évertue à changer de nourrisson toutes les nuits, en portant celui de la veille à l'abri des regards. Alors, je voulais juste passer un tout petit extrait de la fiction sonore, 10 petites secondes, parce qu'on travaille avec Gregor Beck, ça va sortir cette année, et si tout va bien, ça sera diffusé sur la première, dans l'émission de Pascal Tison, par Oui Dire. Et dedans, tu as interviewé des scientifiques, on va écouter un tout petit extrait. Le petit sac de couchage que l'on a coutume d'accrocher aux épaules de la vie tout entière avec des bretelles est pendu sur un cintre, en contre-jour, devant la fenêtre. Le vêtement, battant d'habitude des jambes ou des bras, sèche, vide. Il semble observer la rue à la manière des personnes sans âge qui attendent, des jours durant, que leurs reflets disparaissent derrière la vitre. Sur le centre repose l'absence possible de la vie tout entière. Il en sera ainsi de tous les contenants. L'ange, couffin, berceau, ventre. Quand j'avais à peu près autour de 12, 13, 14 ans, un matin, j'ai vu un phénomène dans le ciel qui était en fait un satellite qui était en train de brûler et donc qui passait. Voilà. Donc là, qui parle? C'est une astrophysicienne, Catherine Codenberg, qui explique ce qui a éveillé chez elle, en tout cas, son désir d'ensuite étudier les étoiles. Alors elle étudie le son des étoiles, qui permettent notamment d'accéder à leur âge. Donc il y a des spécialistes du son des étoiles pour en comprendre un petit peu la composition, l'histoire. Et il y a même des spécialistes de jeunes étoiles, de vieilles étoiles. Enfin voilà, c'est encore une fois des univers assez facilement à découvrir, en tout cas. On pousse assez loin, on va dire, la description des choses. Je crois qu'on a besoin de les décrire et de les comprendre peut-être, en tout cas Voilà, je ne voudrais pas dépasser le timing. Oui, on va terminer. Quelle heure Non, on va clôturer avec un dernier extrait. Je voudrais dire que justement, dans tout ce travail, Fellini disait que la musique de film était comme le troisième personnage. Et donc, effectivement, ici, l'idée n'est pas faire de l'accompagnement du texte, mais de souligner ce qui est invisible, en fait, dans le texte, qui est en fait là, mais de manière subreptice. Je voudrais juste faire un peu de publicité, de promotion. Caroline Boulard, pour une pièce de théâtre qui va être jouée pour la première ce soir à Bruxelles, au Centre culturel Bauderghem, pour parler un peu actualité, pour tous les auditeurs de l'AEB qui nous observent ici en direct depuis la captation de Galeno Bucciarelli, notre caméraman de feu. Il s'agit d'une pièce qui s'intitule Échappée, qui va donc être jouée pendant un mois au Centre culturel Bauderghem. Peut-tout nous la pitcher, ce mot est horrible, mais enfin voilà, nous décrire en quelques lignes le propos de cette pièce avant qu'on se quitte avec un dernier extrait. Très rapidement, et après on ira discuter autour d'un verre. Donc Échappée, c'est un personnage en fait qui veut s'échapper, en tout cas éventuellement quitter ou se débarrasser d'un problème qu'on ne nommera jamais.
Et donc, elle se retrouve en prise à 4 voix, donc 4 couleurs de voix qui vont l'accompagner dans ce choix de quitter ou non ce problème. Voilà. Un jour, la vie tout entière se retrouve pour la première fois au bord de la mer, en face des bleus de ciel et d'eau. Elle reste d'abord les paupières closes, car la plage, avant de se goûter par les yeux ou la langue, s'engouffre en premier lieu dans l'oreille. Un vieil orgue fait se déplier, plaques perforées après plaques, une mélodie si joyeuse que chaque salle alentour se met à résonner mélancolique, comme par un effet de perspective, au point de devenir le souvenir perpétuel de ce qu'elle est encore. Un jour, on réalise que ce qui colorait ces nuits s'est entièrement dilué, dispersé. L'œil qui hier encore n'en revenait pas de son propre écarquillement a peut-être fini par s'habituer à l'obscurité. Est-ce cela que l'on nomme rémanence ou persistance de la rétine? Un jour, on accepte de laisser remonter les brides le long de ses poignets et de s'en remettre à la nuit tout entière avec la vie à l'intérieur, son origine et toutes les étincelles crépitant autour d'elle. Les petits gémissements font désormais partie de la famille des bruits de la maison. Si les choses avaient une place, on pourrait croire qu'elles les ont reprises. Mais parfois, quand rien ne prévient, un éclat vient piquer la cornée. Les teintes reprennent chemin, le vert d'eau, les dorures et le rouge cendre. Dans ce miroir près du rideau, à la place d'un nuage, la fabuleuse chevauchée, l'impossible tangibilité de cette vie qui tout entière, désormais, s'élance seule.